Il vit avant nous. Il fonctionne avec de l'eau et du sucre. Il produit sa propre électricité. Il se répare tout seul. Il se nourrit d'informations et il travaille la nuit. Il évolue et se remet en question à chaque instant. Notre cerveau est définitivement une extraordinaire machine. Et le professeur Bernard Sablonnière va nous expliquer comment nous en servir. Professeur Bernard Sablonnière, bonjour. Bonjour. Vous avez donc écrit « Les nouveaux territoires du cerveau » aux éditions Odile Jacob. Alors c'est un peu comme la carte du tendre au Moyen-Âge, on a réussi à mettre des endroits dans le cerveau? C'est un peu ça. C'est-à-dire que déjà les neuroanatomistes avaient une vision un peu du cerveau, une espèce de sphère où il se passe plein de choses à l'intérieur, mais déjà ils pouvaient déterminer sur la surface des petites régions, une pour les émotions, une pour la peur, une pour réfléchir rapidement, etc. Et puis après, il y a eu les gros progrès depuis une vingtaine d'années, surtout avec l'imagerie médicale, où enfin on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, bien... C'est ça? C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a 160 000 km de fil. Et donc grâce à l'imagerie, on arrive à voir le mouvement des molécules d'eau dans ces espèces de fils qu'on appelle les axones. Et là, évidemment, on arrive à faire des progrès considérables parce qu'on sait qu'il y a des petits chemins, des chemins vicinaux pour aller d'un petit territoire au voisin. Puis après, il y a des autoroutes pour aller, par exemple, du lobe de la vision qui est à l'arrière, au-dessus de la nuque, jusqu'au lobe de la décision qui est à l'avant, derrière le front. Donc, plein de progrès en cours. Alors, qu'est-ce qu'on appelle penser, tiens? Quand je pense, il se passe quoi dans ma tête? Voilà, il y a beaucoup d'hypothèses sur la pensée. C'est en gros quatre étapes. C'est-à-dire, on perçoit des stimuli de l'extérieur, on les décode, c'est-à-dire on en fait quelque chose qui va aller simplement et rapidement au centre de la décision, qui est à l'avant, le préfrontal. Mais le centre de la décision, avant de démarrer le comportement via les centres moteurs, il demande au cerveau d'alerte si ça sera bien ou pas bien. Donc voilà à peu près comment ça marche. Et en fonction de ça, on a une réaction. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on est tous égaux? Est-ce qu'on a tous le même cerveau? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont un meilleur cerveau à la naissance? Est-ce qu'on part tous avec la même base? Alors on part avec la même base, mais c'est un peu comme un immeuble, c'est-à-dire il y a les murs, il y a le toit, mais après pour remplir les connexions, qui sont innombrables dans le cerveau, il n'y a pas que les gènes qui déterminent, il y a vraiment l'environnement. La partie innée et acquis, c'est ça? Ah oui, et vraiment l'acquis, la module énormément le cerveau. C'est 90% de ce qu'on a à l'âge de 20 ans. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez deux vrais jumeaux, même élevés dans la même famille, ils vont résoudre des problèmes différemment. De façon différente, en fonction justement de leurs expériences. Voilà, donc la façon dont les connexions se modulent, se modèlent dans le cerveau est très différente d'un individu à l'autre. À l'heure actuelle, on en est où avec la carte du cerveau? Puisque votre livre a 2 ans, donc en 2 ans, je présume qu'il y a dû y avoir énormément de nouveautés. Peut-être pas énormément, c'est compliqué. Il y a un projet Connectome, dont je parle dans le livre, qui a été démarré il y a une bonne dizaine d'années, et qui vise déjà à regarder dans le détail, territoire par territoire, comment ça se connecte. Il y a des endroits où il y a des espèces de nœuds, des hubs, un peu comme on dit maintenant, voilà, pour envoyer l'information à différents endroits, plus ou moins rapidement. Je n'ai pas l'impression qu'en 2 ans, on ait fait beaucoup de... Ils sont juste encore en train de continuer à cartographier. Dans le fonctionnement. Mais par contre, dans l'étude de la diversité, oui, il y a eu des progrès. Parce qu'il y a un certain nombre d'équipes qui essayent d'emmagasiner des images d'IRM de milliers de gens et qui arrivent à comprendre pourquoi il y a tant de différences finalement. D'accord. Comment est-ce qu'on peut se servir mieux de son cerveau? D'abord, comment est-ce qu'on l'entretient et comment est-ce qu'on peut le booster en fait? Alors pour l'entretenir, il faut l'user. Voilà, il faut l'user. Faire un peu comme un muscle, il faut l'user tout le temps. Et on l'use comment? En apprenant, en lisant? Alors en apprenant et en diversifiant ses activités. C'est pour ça que maintenant, pour notamment la santé des personnes âgées, voilà, les neurologues et les psychiatres et les psychologues disent utilisez à votre retraite des choses que vous n'avez jamais fait avant. Plus il est confronté à la nouveauté, plus les synapses se collent et plus il a d'informations disponibles et plus il se sent, l'information circule fluidement. Absolument. Et si on développe des nouvelles activités, par exemple quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, à l'âge de 60-70 ans, il peut commencer un instrument de musique. Il ne vieillit pas le cerveau. Si on s'en sert, il ne vieillit pas. On meurt avec un cerveau qui peut aller jusqu'à la fin dans un fonctionnement optimal. C'est une très bonne question. En fait, ce qui vieillit, c'est un certain nombre de molécules
ou de signaux, d'hormones qui sont envoyés dans le cerveau, et puis avec le vieillissement, ça marche moins bien. Mais le cerveau lui-même, la façon de penser, la façon d'exécuter rapidement un certain nombre de décisions, on a l'impression que ça ne change pas. Et il y a des gens qui, même à un âge très avancé, ont encore une vitesse de compréhension et de décision qui est extrêmement rapide. Ah bah, à partir de quel âge il vieillit le cerveau, si on ne l'entretient pas vraiment? Alors je pense que à partir de 60-70 ans, si on ne fait pas attention à la tension artérielle, à l'état des vaisseaux sanguins, à l'état métabolique, c'est-à-dire bien manger, voilà, bien manger, pas d'excès. Le sport, c'est très important, parce que le sport, ça stimule une espèce de vitamine du cerveau qu'on appelle les neurotrophines, et ça répare les connexions. Ah d'accord. C'est très bon. Donc le sport est un pansement. Tout à fait important. Tout à fait important. Quelles seront les futures découvertes dans le cerveau? Ah, ça, c'est un beau challenge. Je pense qu'au niveau IRM, au niveau de la finesse de l'interprétation des connexions, on n'en est un peu qu'au début, même si ça a bien progressé depuis 10 ans. Donc là-dedans, il y aura beaucoup de progrès. Il va y avoir aussi des progrès pour détecter mieux les facteurs de risque qui abîment le cerveau. On sait maintenant, là aussi grâce à l'imagerie, que l'alcool, même à dose assez moyenne, de 3 verres par jour, peut entraîner des micro-hémorragies qu'on voit maintenant avec des outils d'IRM extrêmement puissants et qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. Oui, donc vous accumulez des tout petits trous dans le gruyère, d'1 millimètre, et puis c'est la multiplicité des petits trous qui va ralentir le fonctionnement d'un certain nombre de connexions. D'accord. Donc, pour conclure, on a tous le même cerveau, ça dépend de ce qu'on met dedans, ça dépend de comment on l'entretient, si on fait du sport, si on continue à lire, si on se crée des nouvelles passions. Voilà. Merci beaucoup pour votre venue. Merci. Et nous, on se retrouve demain. Bonne fin de journée.